Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. On va commencer dans quelques minutes. On va laisser les gens nous rejoindre. Bonsoir. Alors, on va commencer. Bonjour, qui. Hello to all. Buenas tardes o bom dia. Ça dépend où vous êtes situé sur la planète. Le virtuel, c'est à la fois porteur de problèmes techniques et aussi d'une certaine frustration de ne pas pouvoir se rencontrer physiquement, ce qui évidemment commence à nous manquer beaucoup en cette période très particulière. Mais aussi, les plateformes virtuelles nous permettent, heureusement, d'élargir la participation et de vous accueillir toutes et tous, nonobstant nos différents fuseaux horaires. Alors, bienvenue. Je tiens tout d'abord à souligner que les terres sur lesquelles je me trouve en ce moment font partie du territoire traditionnel non cédé, Kanien'kehá:ka, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Nous leur sommes très reconnaissants et reconnaissantes de nous accueillir. Ce soir, la présentation aura lieu en français et en anglais. Pour la traduction, je vous invite à appuyer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran et de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre le webinaire. Et à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion. Alors, on espère avoir beaucoup de questions de votre part et des interactions. Tonight, the presentation will be in English and French. You can select the audio channel at the bottom of the screen to hear the translate audio, and you can ask questions in the chat. Mon nom est Marie-Josée Béliveau. Je suis sur le conseil exécutif d'Alternative, qui est une organisation de solidarité internationale située à Montréal, sur le territoire des Kanien'kehá:ka. Alternative a été fondée en 1994 avec la mission de contribuer à la construction d'un monde plus juste où prévaut la justice sociale et les droits, autant politiques, sociaux, culturels qu'économiques et environnementaux. Le présent webinaire, donc, est le troisième d'une série de 4 webinaires sur les États-Unis, coordonnés par Alternative et en lien avec de nombreux partenaires. Donc, ce webinaire ce soir est sur la montée de la droite et pourquoi elle attire les classes populaires aux États-Unis. Je n'ai pas besoin d'expliquer, je crois, pourquoi on a trouvé important à Alternative d'organiser ce programme de webinaire sur les États-Unis pendant la campagne électorale, tellement ces élections sont déterminantes pour la suite des choses, tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Et comme on l'a vu jusqu'ici, cette campagne électorale ne cesse de nous surprendre et occupe partout sur la planète une grande part de l'espace médiatique. Mais ce qui importe aussi de souligner avec ces élections est que les questions qui ont été et qui seront soulevées au cours de cette série de webinaires ne sont pas uniques aux États-Unis, mais on les retrouve aussi ici et ailleurs dans le monde. Mais je vais laisser le soin à Donald, notre animateur, de présenter beaucoup mieux que moi le thème de cette soirée. Donald enseigne l'histoire à l'Université du Québec en Outaouais. Et Retraité. Ah oui, retraité, pardon, Donald. Et il est directeur de recherche à la chaire d'études Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UQAM. Il a été aussi professeur invité à la State University de New York, où il a passé 12 années de sa carrière. Il est également analyste et commentateur de la politique américaine dans de nombreux médias au Québec et au Canada. On a la chance de l'entendre très souvent. Avant toutefois de lui laisser la parole, j'aimerais remercier Dialogue Global et toute l'équipe pour leur soutien dans la réalisation de ce programme de webinaire. Merci beaucoup. Oh. Petite interférence. Je remercie aussi nos partenaires de diffusion, les Amis du monde diplomatique, la plateforme altermondialiste, le Comité altermondialiste de Québec solidaire et Europe solidaire sans frontières.
Merci aussi chaleureusement à toute la magnifique équipe d'Alternatives qui travaille fort depuis des semaines pour la réalisation de cette série de rencontres. Et un merci chaleureux à notre interprète de ce soir et bien évidemment à nos invités. Alors, merci aussi à toi, Donald, pour l'animation et je te passe la parole. Merci beaucoup, Marie-Josée. Très belle présentation. Oui, bonsoir, je m'appelle Donald Cuccioletta. Je vais vous présenter en grosso modo sur quoi le webinaire va se présenter et qui va effectivement, nous 12 invités vont nous entretenir sur des questions extrêmement importantes, non seulement par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport au reste du monde aussi. Donc, je pense que ce soir, c'est clair, la question centrale, c'est pourquoi finalement, on peut dire des membres de la classe ouvrière ont une tendance, malheureusement, d'aller vers les extrémistes de droite. Mais aussi, je pense que pour complémenter un peu cette discussion-là, il faut voir que Jenny-Laure Souly va regarder aussi au niveau mondial aussi. Pourquoi, effectivement, ce n'est pas simplement un phénomène aux États-Unis, mais c'est un phénomène partout dans les pays, on peut dire, capitalistes avancés, et qu'effectivement, elle va un peu l'envers de la médaille. Je pense que les deux vont se complémenter. Donc, je vais vous présenter les bios des deux intervenantes. La première, finalement, c'est Jenny-Laure Souly. Jenny-Laure est organisatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle qui s'appelle CLÉ. Elle est aussi chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Elle est aussi quelqu'un qui milite très activement dans le mouvement des femmes ainsi que dans le mouvement pour les défenses des droits des personnes immigrantes. Parmi les causes qui lui tiennent à cœur, la lutte contre l'impérialisme et pour la souveraineté d'Haïti. Elle est membre de Solidarité Québec-Haïti. Notre deuxième intervenant, c'est Bill Fletcher Jr., qui est qui a été au service de plusieurs syndicats et a travaillé comme cadre du AFL-CIO pour effectivement travailler au niveau des classes ouvrières, la classe ouvrière, les travailleurs à la base. Ancien président de Trans-Africa Forum, M. Fletcher est aussi chercheur émérite de l'Institut for Policy Studies. Il est membre du comité éditorial de Black Commentator et dirige plusieurs autres projets. Il est aussi un écrivain et il se définit comme socialiste. Donc, ce soir, on est bien entretenu par deux personnes qui connaissent très bien leur sujet, puis ils vont se complémenter. Je veux juste vous dire, la façon avant que je passe la parole à Jenny-Laure Souly, je vais juste vous dire qu'après les présentations de Jenny-Laure et de Bill, nous allons avoir une table ronde à 3, je suis là-dedans, de 15 minutes sur tout ce qui s'est dit, puis on va s'échanger entre nous. Et par la suite, on va passer vers 18h55, peut-être 19h, dépendant le temps qu'on prend au niveau des présentations, au moins de 30 à 35 minutes de questions venant de vous. Fait que la première personne qui va intervenir, c'est Jenny-Laure Souly, et je lui donne la parole à Jenny-Laure. Merci, Donald. Merci à Alternative pour l'organisation de ce webinaire et de cette table ronde. J'aimerais savoir combien de temps je dois prendre pour cette présentation. 15 minutes. Environ 15 minutes. Mais je peux l'étirer un tout petit peu quand même. L'étirer, ben non, il faut qu'on ait du temps pour la discussion aussi. Ouais. Je ne sais pas si je vais prendre tous 15 minutes. Je pense que je vais commencer par d'abord me prononcer sur la question qui a été posée. La question qui était annoncée sur la page Facebook, c'était pourquoi la droite attire-t-elle les classes populaires? C'est une question qu'on peut peut-être reformuler parce que moi, ce que je constate, c'est que les classes populaires peuvent être attirées par des idées de droite et pas nécessairement par la droite en tant que telle. Quand on regarde les élections, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde,
ce qu'on constate davantage, c'est un désintérêt des classes populaires par rapport à tout ce qui est politique. On constate une montée de l'abstentionnisme un peu partout dans le monde, que ce soit ici au Québec avec les dernières élections. Quand on regarde les élections qui ont amené la CAQ au pouvoir, le taux d'abstentionnisme était beaucoup plus élevé que lors des élections précédentes. Quand on regarde en France, en Europe, c'est encore une fois des taux d'abstentionnisme très, très élevés. Et quand on regarde spécifiquement vers nos voisins du Sud, qui nous intéressent tout particulièrement ce soir, il y a pratiquement plus de personnes qui s'abstiennent de voter ou qui sont inéligibles à voter que de personnes qui votent en tant que telles. Et ça, c'est vrai un petit peu partout. J'avais écrit en 2017, justement, sur le blog de l'IRIS. Sur le blog de l'IRIS, j'avais écrit un texte qui faisait un peu l'analyse des élections dans différents pays du monde, dont les États-Unis. Et c'était un des constats auxquels j'arrivais, c'est que dans plusieurs pays du monde, que ce soit des pays développés, les pays occidentaux et riches, ou des pays du Sud global, des pays anciennement colonisés, on constate des taux d'abstention très, très élevés. Ce qui est particulier aux États-Unis aussi, c'est justement toute la question des personnes qui sont inéligibles à voter et le phénomène de la suppression du vote qui est vraiment un phénomène récurrent aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu des nouvelles comme quoi il y avait 10 heures d'attente pour aller voter pour le vote par anticipation aux États-Unis. Et une des raisons qui fait que ça prenait autant de temps pour voter dans plusieurs États pour le vote par anticipation, c'est qu'il y a moins de lieux de scrutin. Dans certains États, on parle de la suppression de 300 à 500 lieux de scrutin. Donc, on comprend que, bien sûr, les gens doivent se diriger vers les lieux de scrutin qui restent et ça va donner justement des temps d'attente interminables et donc il peut y avoir un découragement. Il peut y avoir des gens qui ne vont pas faire le sacrifice d'attendre aussi longuement pour aller voter par anticipation. Donc, il faut, quand on pose la question de pourquoi la droite attire-t-elle les classes populaires, je pense que c'est important de comprendre, en fait, de reformuler la question et de recadrer un peu le débat en se disant, mais d'abord, avant même de parler d'une attirance des classes populaires vers la droite, qui peut être bien réelle, il y a tout le phénomène du fait que les classes populaires sont démotivées à voter, sont dans une situation où ils sont poussés à se désintéresser de la chose politique. Et il y a vraiment toutes sortes d'idées qui sont véhiculées, notamment dans les médias, pour les désintéresser de tout ce qui est affaires publiques et politique de façon générale. Et justement, comme on arrive sur la question des médias, je pense que les médias ont une grosse responsabilité dans le fait que des classes populaires, des membres de la classe populaire peuvent être intéressés par des idées de droite ou peuvent être démotivés de façon générale par la politique. Moi, ce que je vois dans beaucoup de médias, parmi les messages qui sont véhiculés, c'est qu'il y a des messages qui sont présentés comme étant la norme et qui ne laissent pas, ces messages sont présentés comme la norme et il n'y a pas dans les médias la possibilité d'explorer d'autres idées. Dans le cas des États-Unis, on nous présente les démocrates et les républicains et on va presque jamais parler des tiers partis. Et en fait, même l'idée que ça serait possible pour voter pour d'autres partis que les démocrates ou les républicains, cette idée-là est présentée comme étant quelque chose de ridicule, quelque chose de néfaste, quelque chose de problématique. Donc, il y a déjà dans les médias des idées qui sont présentées comme la norme et ça va faire en sorte que les gens vont
se décourager de la politique. Dans le cas vraiment des États-Unis, beaucoup de gens sur les médias sociaux, beaucoup des gens des classes populaires vont s'exprimer et vont dire autant les républicains que les démocrates nous ont déçus. Autant les républicains que les démocrates ont eu des politiques qui ont été néfastes pour les classes populaires et on n'a pas d'alternative. Et d'ailleurs, cette idée-là, du fait qu'il n'y a pas d'alternative, c'est aussi une idée qui est mise de l'avant par les médias depuis au moins l'ère de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, toute cette ère où le néolibéralisme a commencé à vraiment prendre son ampleur. On a fait comprendre à monsieur et madame tout le monde qu'il n'y avait pas d'alternative. Ce que les médias vous présentent, ce que les grands partis politiques vous disent, c'est la seule réalité possible, ce sont les seules possibilités. Et si vous commencez à penser à autre chose, vous êtes en train de, vous êtes vous êtes farfelu ou bien vous êtes même dangereux si vous commencez à penser à autre chose. Tout ça, c'est pas nouveau. Il faut regarder un peu l'historique de cette limitation du débat, l'historique de cette persécution de certaines idées. Ça remonte à après la Deuxième Guerre mondiale. Aux États-Unis, il y a eu toute la période du mécartisme. Et cette période-là est très, très importante pour comprendre comment comment on est arrivé à la situation actuelle aux États-Unis. Et là, je pense que c'est important de citer certains faits. Donc, quand on parle du mécartisme, on parle de Joseph McCarthy qui a vraiment lancé pratiquement une persécution de tout ce qui était idée de gauche, socialiste, communiste. Donc, il y a vraiment eu cette campagne anticommuniste qui a été menée. Et entre 1947 et 1953, il y a eu 26 000 enquêtes approfondies sur des employés de l'administration fédérale. Ça a conduit à 7 000 démissions, 739 renvois. Et c'était pour des motifs, c'est ça, d'appartenir à des organisations subversives, soi-disant. Mais en gros, ce que ça a fait, c'est que des organisations qui étaient sur le terrain et qui véhiculaient certaines idées auprès des classes populaires ont carrément disparu. Il y a eu vraiment une destruction d'organisations politiques importantes qui auraient pu faire en sorte que justement certaines idées socialistes, communistes restent bien vivantes et soient justement attirantes pour les classes populaires. Donc, il y a eu le mécartisme qui a fait un travail vraiment de destruction des organisations de gauche, des organisations qui amenaient certaines idées qui étaient en faveur de la classe ouvrière. Et après cette période-là, on rentre dans la période des années 60-70, où est-ce que le FBI, et tout particulièrement, s'en est pris aux organisations noires, entre autres. En fait, entre les années 40 et jusqu'à 50, 60, 70, on constate dans l'histoire des États-Unis cette persécution. Et j'aimerais amener un cas précis, celui de Claudia Jones. Claudia Jones, qui était membre du Parti communiste aux États-Unis, fin des années 40, début des années 50, et qui était une femme noire, qui en fait a parlé on peut un peu la présenter comme une précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. Donc, Claudia Jones disait qu'elle était discriminée parce qu'elle était une femme, parce qu'elle était noire et parce qu'elle était une travailleuse. Donc, elle amenait vraiment des perspectives intéressantes et mettait de l'avant les conditions de vie des femmes noires qui travaillaient comme femmes de ménage ou qui travaillaient vraiment comme ouvrières. Et pour elle, c'était important de remettre en question l'ordre établi aux États-Unis. Claudia Jones a fini par être déportée, en fait.
Donc, ça, c'est un exemple précis de cas où une personne qui porte des idées de gauche a été victime du système états-unien qui s'en prend à toute idée qui s'éloigne justement d'une certaine norme conservatrice ou de droite. Et Claudia Jones n'est pas la seule. Il y a eu, bon, dans le cas de Claudia Jones, ils se sont basés sur le fait qu'elle était dans un processus de demande d'immigration et donc ça a été facile de la déporter. Mais il faut savoir que même des personnes noires américaines ont été aussi victimes. Il y a Webb Dubois, il y a aussi en fait Paul Robeson et plusieurs autres figures du socialisme noir qui ont été visées. Et la manière dont eux ont été visés, vu qu'ils étaient quand même des citoyens américains, c'est qu'on on leur retirait leur passeport. Et ça faisait en sorte que c'était très difficile pour eux de se déplacer. Donc, quand on est un activiste et qu'on est limité dans nos mouvements et qu'on ne peut pas aller à la rencontre des membres des classes ouvrières et qu'on ne peut pas justement faire des meetings politiques, c'est très problématique. Donc, ça, c'est un autre exemple. Retirer des passeports, déporter des gens, c'est une façon d'empêcher que ces personnes-là se rencontrent pour discuter des idées de gauche ou des idées socialistes ou communistes. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur Claudia Jones, je vous inviterai à aller sur le site de la revue période.net. Il y a un texte très intéressant qui a été traduit, en fait, un texte qu'elle a écrit qui a été traduit en français qui est intitulé « Femmes noires et communisme, mettre fin à une omission ». Donc, Femmes noires et communisme, mettre fin à une omission. Je pense que c'est très important de le lire parce que très souvent aujourd'hui, quand je parle à des jeunes personnes, on a l'impression que, en tout cas des jeunes des communautés noires ici à qui je parle de socialisme ou de communisme, ils ont l'impression qu'il n'y avait pas de figures importantes du communisme ou du socialisme qui étaient des Noirs. Et déjà, là, moi, j'aime bien leur parler de Claudia Jones et ça ne fait pas si longtemps et c'est intéressant de prendre connaissance de ses écrits pour remettre les pendules à l'heure finalement. Et donc voilà, justement, je pense que l'autre chose qui fait que les classes populaires peuvent être attirées par les idées de droite, c'est cette méconnaissance de l'histoire. C'est le fait qu'on a l'impression que tout est dans l'instantané aujourd'hui. Les jeunes qui militent que ce soit contre la brutalité policière, pour la défense des droits des migrants, ne sont pas au courant de cette histoire militante de gauche et sont souvent bien étonnés quand on leur parle de personnes comme Claudia Jones. Ils n'en ont jamais entendu parler avant. Paul Robeson, ils n'en ont jamais entendu parler avant. Toute la persécution qu'il y a eu de ces organisations-là, ils en ont très peu entendu parler. Une autre chose dont beaucoup de gens, pas seulement les jeunes, n'ont pas entendu parler, c'est toute la période des années 60-70 où il y a eu le programme COINTELPRO aux États-Unis, qui s'en est pris au Black Panther, qui s'en est pris à beaucoup d'autres organisations. Et là encore, l'idée, c'était de faire en sorte que dans le débat public, certaines idées ne circulent pas. Et c'était d'empêcher justement qu'il y ait des alternatives au système impérialiste, capitaliste, patriarcal et suprémaciste blanc qu'il y a aux États-Unis. Donc, c'était vraiment pour empêcher ces alternatives-là. Donc, voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport à comment se fait-il que les classes populaires ne sont pas attirées par des idées de gauche. Je change un peu la question, c'est que les idées de gauche ne circulent pas suffisamment dans les médias et que les personnes qui portent ces idées sont persécutées très, très souvent et que leurs organisations
ont été systématiquement détruites au cours des dernières décennies. J'aimerais inviter aussi les gens à écouter ce que dit l'historien Gerald Horne sur le sujet et Chris Hedges. Je trouve que c'est deux personnes qui ont discuté beaucoup de ce dont je viens de parler. Il y a un livre qui s'appelle Black Liberation and Red Scare, donc le péril rouge et la question de la libération des Noirs. C'est Gerald Horne qui a écrit là-dessus. Je pense que ça vaut la peine de se procurer ce livre. Et il y a des vidéos où on voit Chris Hedges et Gerald Horne en discussion. Je pense que ça vaut la peine d'aller consulter cela sur YouTube. Voilà ce que je peux dire pour commencer. Est-ce que je peux m'arrêter ici et puis on va continuer tantôt? Merci, Janila. Merci beaucoup. Le prochain qui va nous parler, c'est Bill Fletcher. J'ai lu tantôt son bio. Puis je vais laisser la parole à Bill Fletcher. It's all yours, Bill. Yes, thank you. Good evening, bonsoir. I want to thank Alternatives for inviting me to speak with you this evening. Je remercie Alternative de m'avoir invité à vous parler ce soir. Je veux commencer en clarifiant mon interprétation des questions qui m'ont été soumises. Je pense que c'est important de comprendre que qu'aux États-Unis, il y a un segment de la classe ouvrière qui est de droite, que la classe ouvrière américaine est très diversifiée, très multinationale, multiraciale, et ce serait incorrect de dire que la majorité de la classe ouvrière est de droite. Il y a par contre un segment de la classe qui tend vers la droite. Et pour bien le comprendre, on doit comprendre que la classe ouvrière américaine a émergé dans le contexte des particularités des États ségrégés basés sur l'expropriation, le génocide, le travail forcé et l'esclavagisme racial. La classe ouvrière aux États-Unis est historiquement racialement divisée parce que la race, évidemment, n'est pas une catégorie scientifique. Je l'utilise avec réserve. Depuis les années 60, quand des efforts ont été lancés pour répondre à des contradictions qui ont émergé quand les classes ouvrières sont venues ici, quand les Autochtones étaient en voie d'être exterminés et quand les élites cherchaient des moyens de garantir le contrôle social. Ce qui a fini par être organisé, s'est développé dans le contexte d'une notion des États-Unis comme une république blanche. Les autorités dominantes dans les États-Unis étaient très claires à ce sujet. Les États-Unis étaient une république blanche. En 1790, ils soutenaient que la citoyenneté n'était ouverte qu'aux personnes libres blanches. Elle ne définissait pas qui étaient les personnes blanches. Et les mouvements ouvriers qui ont émergé dans les années 30 et 40, 1830-1840, est un mouvement qui a émergé au sein du mouvement ouvrier blanc et qui excluait les afro-descendants, les gens qui descendaient des Mexicains mexicaines, les Autochtones et les Asiatiques. La compréhension de l'Amérique blanche doit être liée à cette notion de colon, de colonisateur. Et il y a la notion d'alignement blanc. L'idée, c'est que les plus pauvres des Blancs n'auront pas nécessairement un accès garanti à la richesse, mais
on peut leur garantir qu'ils ne seront pas traités comme subordonnés par rapport aux afrodescendants et aux autres populations racisées. Et c'est devenu très important pour déformer la compréhension des classes aux États-Unis, la notion de classe telle que comprise par la vaste majorité de la population blanche. En fait, on pourrait soutenir, je soutiens que la plupart des personnes blanches sont privilégiées et ont un privilège supérieur à celui de la classe. Et ça approfondit cette notion de classe. Je pense qu'une des motivations de la discussion de ce soir doit être située dans le contexte de la montée du populisme de droite globalement, partout dans le monde, au sein de laquelle on peut trouver le néofascisme. Et cette montée de la droite populiste est très importante. Et c'est très important de la comprendre pour comprendre ce qui émerge aux États-Unis. Le populisme de droite, dans son essence, est raciste, misogyne, xénophobe, irrationnel. C'est un mouvement qui place le peuple contre l'élite. Et le peuple est généralement confiné en termes démographiques, en termes de nationalisme, et nationaliste et parfois religieux. Et le peuple finit par être un terreau fertile où on peut favoriser des tendances politiques comme le fascisme. Pourquoi cette montée de la droite populiste? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Un de ces facteurs, c'est la crise, pour emprunter les mots de Samir Amin, la crise du socialisme du Sud global, de l'État-providence, la déconstruction c'est vraiment une crise qui a fait dérailler le projet de la classe ouvrière. Qu'est-ce que le projet de la classe ouvrière? Ensuite, c'est la croissance du néolibéralisme que Jenny Laure a mentionné, la défaite de l'approche collectiviste selon laquelle, et en fait la montée de l'individualisme, de l'entrepreneuriat. Je ne peux pas parler du Canada, mais aux États-Unis, nous devons encore faire face aux conséquences de Reagan, qui a remplacé l'idée de la lutte collective par l'idée de l'individu illuminé, de l'entrepreneur, qui a même pénétré les esprits progressistes, de plusieurs personnes progressistes. La relocalisation économique, les changements sur le marché du travail. Et troisièmement, Jenny Laure l'a mentionné, la notion, cette idée qu'il n'y a pas d'alternative. Le néolibéralisme a eu des effets dévastateurs et a créé des problèmes où les partis progressistes et de gauche sont souvent élus, mais finissent par adopter des attitudes néolibérales en matière d'économie. Et c'est des phénomènes qui font la promotion du cynisme et d'un sentiment de désespoir. Et je crois que Jenny en a parlé également. Les gens se disent, mais à quoi ça sert? À quoi bon? Un troisième facteur qui a contribué à la montée du populisme de droite, c'est les changements démographiques de masse, très influencés par les impacts de l'impérialisme dans le Sud global, influencés par les catastrophes environnementales que subit la planète actuellement. Et le changement démographique alimente des orientations idéologiques. Et on va en parler un peu plus tard. Quatrième facteur, j'ai parlé des catastrophes environnementales et de la menace qui pèse sur le futur de l'humanité, qui peut conduire au désespoir.
Un cinquième facteur, les changements dans les rôles de genre et la lutte pour l'égalité, tout particulièrement les gains des mouvements des femmes faits partout dans le monde qui ont réussi à changer les rôles des femmes. Et une des réactions que l'on constate, typiquement dans les endroits où il y a des crises économiques et où il y a un surplus d'hommes éduqués, ce sont des révoltes, des attaques, des attitudes misogynes, des hommes qui blâment les femmes pour des problèmes que les hommes subissent. Finalement, pour emprunter les idées de Islam Ranch, c'est très important de regarder les dynamiques intrafamiliales, les familles autoritaires et de se pencher sur le désir d'avoir de l'ordre dans le chaos, de mettre de l'ordre dans le chaos. Donc, tous ces facteurs aux États-Unis jouent un rôle important. Parfois, ce que l'on identifie comme la classe ouvrière aux États-Unis n'est pas en fait la classe ouvrière. Et je veux vraiment souligner ce point à gros traits parce que après les élections de 2016, l'élection présidentielle de 2016, dans la foulée immédiate des élections, certains soutenaient que c'était la révolte de la classe ouvrière blanche. Mais plus les personnes sont mises à étudier ce qui s'était passé, plus les gens ont constaté que Trump avait déployé les mêmes stratégies que celles du mouvement du Tea Party. Un segment de la population, la base de Trump est un segment de la population qui gravite généralement autour de l'extrême droite. Un segment de la population qui se sent écrasé par les super riches et des pauvres de l'autre côté et qui cherche à sortir de cette situation, qui ont l'impression d'être exclus. Et ce ne sont pas les personnes qui souffrent principalement des impacts des changements économiques. Ce sont les personnes qui ont peur de souffrir des impacts économiques. Donc, dans la foulée des élections de 2016, ce qu'on a découvert, c'est que de nombreuses personnes, les sondages d'opinion constataient que les personnes qui identifiaient leurs préoccupations comme étant économiques avaient tendance à voter pour Hillary Clinton. Les personnes qui priorisaient l'immigration et le terrorisme avaient tendance à voter pour Trump. Donc, je pense qu'il faut faire très attention quand on associe des classes sociales au soutien envers Trump. En 2016, Trump a la majorité de tous les segments de population blanche. Et ce n'est pas que les travailleurs et travailleuses blancs ont décidé d'accueillir les idées de Trump. C'était une victoire nationaliste de la droite populiste. Pour répondre à la droite, nous devons comprendre quelle est sa base, nous devons lutter contre les politiques de droite au sein de la classe ouvrière en s'en prenant au racisme et à la xénophobie. Il ne faut pas éviter les discussions sur le racisme, l'oppression nationale, la xénophobie et le sexisme. C'est une orientation au sein de certains secteurs de la gauche qui pense qu'il y a une espèce des formes pures de discussion de classe qui nous unit tous et toutes et qu'on peut ensemble aller vers la grande utopie, mais ça ne fonctionne pas. Les choses ne sont pas comme cela. Il y a des politiques interclasses des politiques intersectionnelles qui peuvent unir les travailleurs, les travailleuses. La classe ouvrière est divisée aux États-Unis. La question qui fait face à la gauche, c'est comment s'unir. De plus, il n'y a pas de ce que j'appellerais... Il y a eu beaucoup de discussions aux États-Unis au sujet du fait qu'au milieu du 21e siècle, démographiquement, il n'y avait pas de majorité, qu'il n'y aurait pas de
population blanche majoritaire, de population latina majoritaire. Certaines personnes ont pris pour acquis conséquemment qu'au milieu du 21e siècle, à cause des changements démographiques, les progressistes gagneraient inévitablement. La démographie n'a pas un effet direct sur la politique. Sinon, la démographie contribue à la politique, mais en soi, elle est insuffisante pour gagner. Nous devons réfléchir à rassembler, enligner les forces sociales et progressistes et bâtir des bases au sein de différents groupes démographiques. Mais cette idée que nous allons évoluer au-delà de cette impasse est illusoire. Finalement, mon dernier point, pour encore une fois emprunter d'un point soulevé par Jenny Laure, nous, au sein de la gauche, devons convaincre les dépossédés, les exclus, que quelque chose peut être fait, que nous pouvons créer une réalité différente de la réalité actuelle. Et que dans la mesure dans laquelle les gens croient que rien ne peut être fait, la combinaison de ce désespoir et de différentes formes de suppression des votes va mener à une démobilisation complète. Dans la mesure dans laquelle on peut offrir une alternative qui peut être mise en pratique, qui peut nous permettre de gagner du pouvoir politique, va nous donner une chance à opérer une transformation sociale fondamentale. Merci, Bill. Merci beaucoup. Nous avons peut-être 10 minutes. Si on veut faire une table ronde, je propose qu'on fasse une table ronde entre Jenny Laure, Bill Fletcher et moi-même. Puis je vais commencer la table ronde en posant la question à Jenny puis à Bill en même temps. Quand tu dis, Bill, que le mouvement de gauche marxiste ou même communiste, comme a défini Jenny, est-ce que ce mouvement-là ou ces organismes-là ne doivent pas commencer à réinventer le mot classe ouvrière, puis effectivement de quitter cette position monolithique à quelque part? Tout le monde travaille, mais le concept de la classe ouvrière à laquelle, en tout cas moi-même, j'ai été élevé et j'ai étudié dans le mouvement communiste ici au Québec et au Canada, n'est plus la même. Et on voit maintenant qu'il y a une société civile mosaïque, multiethnique, qui vient de partout. Puis la question, c'est comment les marxistes et les socialistes et même les communistes aujourd'hui peuvent être capables d'insérer tous les chaînes qui constituent l'humanité, puis leur donner le sens que finalement cette chaîne-là va dans la même direction. Ça veut dire leur donner une utopie à quelque part, une utopie socialiste, une réalité socialiste. Et je pense que ça prend que maintenant, nous devons nous regarder. Souvent, je me suis fait dire par des gens de la gauche américaine qui ont fait un peu leur mea culpa, disant, mais les fous qu'on voit avec des casques de baseball qui conduisent des camions avec le crossbars devant le camion, on ne va pas les voir, ces gens-là. Mais au contraire, il faut tous aller les voir. Donc, à quelque part, je pense qu'aussi, il faut que nous, la gauche, si on se définit comme quelqu'un de la gauche, ou marxiste, ou socialiste, et même communiste, il faut se regarder dans le miroir, là. Le monde est différent, les ambitions sont différentes, et qu'effectivement, c'est simplement en amenant quelque chose de tout à fait nouveau au niveau des définitions des termes qu'on va être capable de, quand pas harmoniser, mais trouver une voie où est-ce que tout le monde va trouver son compte pour mener vers une révolution et détruire le capitalisme. Je vous lance la discussion. Jenny puis Bill.
Is this directed to me or to Jenny? C'est une question pour Jenny ou bien? Juste rapidement, j'aurais tendance à dire que avant même de parler de redonner des définitions ou de catégoriser à nouveau la lutte d'une certaine manière, de parler de classe ouvrière, de parler de socialisme. Oui, il faut faire tout ça parce que effectivement, ces idées-là ont été évacuées des médias. Donc, oui, il y aura une responsabilité de la part des personnes qui se disent de gauche, qui se disent socialistes, de recommencer ou de trouver une autre manière, de trouver d'autres manières de parler de classe sociale, de classe ouvrière et tout ça. Mais avant même de faire ça, j'ai l'impression qu'il faut aussi travailler à ce que les groupes féministes dans les années 60-70 appelaient de élever la conscience, consciousness raising. Il y a ce travail-là à faire d'abord parce que il y a des personnes qui sont complètement au bas de l'échelle, des personnes qui ont moins de droits et ils sont davantage discriminés. Je pense notamment aux travailleurs et travailleuses migrantes, les personnes qui migrent et qui se retrouvent à travailler dans des conditions où leurs droits sont pas respectés, dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Ces personnes-là ont fui pour beaucoup d'entre eux des pays où ils vivaient un certain danger, où justement le néolibéralisme qui a été qui a déferlé sur le sud global, ils en ont vraiment vécu les conséquences. Et donc, ces personnes-là sont à la recherche de meilleures conditions de vie, avant tout. Et moi, j'en côtoie plusieurs. Qui arrivent ici et très rapidement, ce que je constate parmi les personnes migrantes qui se trouvent rapidement du travail et qui commencent à avoir des entrées d'argent, très rapidement, ces personnes-là commencent par s'endetter, par prendre une carte de crédit, par vouloir finalement obtenir un certain pouvoir d'achat. Et tout le système leur dit, c'est ça votre but dans la vie, c'est d'avoir du pouvoir d'achat. Le seul pouvoir qui est important, c'est le pouvoir d'achat. Donc, leur parler d'action collective et de mobilisation, c'est extrêmement difficile. Il y a un travail qui vise d'abord un travail d'éducation populaire, un travail de prise de conscience qui doit se faire auprès de tous les travailleurs, toutes les travailleuses, et tout particulièrement auprès des personnes qui sont encore plus isolées, encore plus dans des situations où ils sont en mode survie, en mode « je dois obtenir du pouvoir d'achat ». C'est vraiment ça, moi, que je constate chez beaucoup de personnes. On ne peut pas arriver puis leur dire « j'aimerais m'asseoir avec toi et parler de socialisme ». C'est très difficile d'arriver de faire ça comme ça. Il faut parler des conditions de travail et mettre un contexte en place et leur expliquer, et en fait, avoir une discussion, pas leur expliquer, mais plus avoir une discussion et leur dire, est-ce que tu as pensé aux facteurs qui font que tu as dû quitter ton pays et te retrouver dans un endroit comme Olimel, par exemple, pour l'emballage de viande, dans des conditions de travail difficiles ou bien dans des CHSLD, en fait, pas directement dans les CHSLD, mais dans des agences de placement qui t'envoient dans différents établissements de santé et t'exposent au coronavirus. Est-ce que tu as pensé à tous les facteurs qui font que tu as eu ce parcours-là et que tu te retrouves là? Ça, c'est cette discussion-là qu'il faut avoir avant même de parler de conditions des travailleurs et travailleuses et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces conditions-là.
qu'est-ce qui cloche avec la politique et l'économie. Donc, il y a ce travail d'éducation populaire qui doit être fait auprès de toutes les classes, auprès de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Bill, do you want to intervene? Bill, est-ce que vous aimeriez faire un commentaire? Oui. Alors, premièrement, je crois que la gauche doit se réinventer. Je crois qu'elle doit se refonder. Et cela signifie de commencer par la reconnaissance des enjeux qui ont amené la crise du socialisme. Et je crois que ça, c'est le premier point. Je ne crois pas qu'il y a un besoin de réinventer le terme la classe travailleur, mais je crois qu'on doit le reconceptualiser peut-être parce que pour une grande part de la gauche, l'idée d'une classe des travailleurs était les hommes et c'était au niveau des manufactures. Et c'était très limité dans le concept de qui étaient les travailleurs et qui ne l'étaient pas. Et je crois que dans les derniers 30 ou 40 ans, la situation a changé. Je crois qu'on doit la changer encore davantage. À un niveau stratégique, à un point de vue stratégique, la transformation dans des sociétés capitalistes de capitalisme avancé ou dans la plupart des sociétés sera une alliance entre les différentes classes sociales, même si elle est dirigée par une classe en particulier. Dans le cas des États-Unis, c'est l'idée d'un bloc populaire démocratique qui amène ce changement et cette transformation. L'une des choses dont on doit être clairement conscient et que l'on peut voir aux États-Unis est qu'il y a beaucoup de très mauvaises personnes, des personnes que j'appellerais des zombies, qui sont vraiment le cœur de la base qui soutient Trump. Et ce sont des personnes qui ont perdu leur humanité, des personnes qui ne vont pas retrouver leur humanité. Et c'est peut-être au moins 25% de l'électorat. Ce sont des personnes qui sont absolument réactionnaires et d'essayer d'aller les rejoindre est inutile parce qu'ils vivent dans une bulle irrationnelle. Nous devons contreposer à ces zombies la notion d'un bloc populaire démocratique qui devrait être vu comme la nouvelle majorité. On doit penser en termes majoritaires. Dans la gauche, nous devons créer une nouvelle majorité qui peut non seulement défaire la droite, mais qui peut gouverner. Et ça, c'est très compliqué pour beaucoup d'entre nous de la gauche qui avons grandi avec le purisme ou dans une analyse de classe versus classe et dans un concept de la classe ouvrière contre l'élite, il n'y a pas de futur. Mais si par contre on parle de construire une nouvelle majorité qui, selon moi, est dirigée par la classe ouvrière et une perspective de la classe ouvrière, cela nous donne au moins la possibilité de défaire cette part de la société que j'appelle les zombies. 8 heures selon ce que je vois devant moi, 8h54, ça va sur 55. Et je pense que c'est le temps d'ouvrir les questions. Et je vois déjà sur le converseur qu'il y a déjà des gens qui ont posé et écrit des questions. I think Bill will go towards... Alors, Bill, nous allons passer aux questions des participants. Et je vais peser sur la conversion puis voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, bon, voilà, OK. 18h54, Donald, pas 8h54. OK, 18h. La première question que je vois ici, c'est
est-ce que c'est similaire pour les gens d'origine québécoise, canadienne, de classe pauvre? Maintenant qu'ils veulent éveiller dans les classes sociales, le pouvoir d'achat est quelque chose qu'ils ont travaillé pour accéder, ils ne sont pas nécessairement prêts à délaisser pour se battre pour les droits des travailleurs, des classes populaires, et non en faveur de l'économie de l'élite. D'ailleurs, tu as touché un peu à ça, Jenny. Je pense peut-être que tu peux répondre assez brièvement sur cette question-là, puisqu'on va essayer d'en passer le plus possible des questions qui sont là. Oui. En fait, c'est tous les segments des travailleurs et des travailleuses. Donc, je pense qu'effectivement, que ce soit les segments où il y a vraiment les personnes qui sont plus discriminées, on voit que l'aspiration, c'est d'avoir du pouvoir d'achat. Puis ensuite, on monte dans les échelons et on voit que c'est tout à fait la même chose. Je pense effectivement que quand on regarde la société québécoise et qu'on regarde comment la classe moyenne depuis les années 60-70 s'est développée, il y a eu ce qu'on a appelé finalement une nouvelle classe moyenne québécoise qui avait des objectifs bien précis en termes de s'acheter une voiture, s'acheter une maison, avoir sa carte de crédit. Et donc, ça devenait des objectifs pour ces travailleurs et travailleuses. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, l'objectif est plus nécessairement la lutte des classes. Des fois, c'est la lutte des places. Les gens veulent s'assurer d'avoir une place sur le marché du travail, d'avoir une place dans une entreprise où ils auront un certain nombre de privilèges. Et donc, oui, il y a eu cet abandon de la lutte des classes pour une lutte des places qui fait que finalement, on se retrouve dans un marché de tout le monde, c'est de tous contre tous finalement sur le marché du travail. Et ça, c'est finalement, il y a une nécessité de se rendre compte que les vrais gagnants là-dedans, c'est ceux qui sont les possédants, ceux qui sont les propriétaires des grandes entreprises. Voilà. La deuxième question que je vois devant moi, et effectivement, il faut que je le descende parce que est-ce qu'il y a moyen d'être capable de convaincre des gens qui sont, disons, proches du mouvement des groupes de droite? Est-ce que la gauche doit entreprendre finalement l'approche de ces gens-là pour les intégrer dans d'autres formes de pensée avec une éducation populaire, ou est-ce qu'effectivement ces gens-là sont perdus pour tous les temps? Comment est-ce que la gauche répond à ces gens-là pour aller les chercher, les amener du côté des partis de gauche ou des partis plus progressistes? Je pense que la question s'adresse plus à Bill Fletcher. Est-ce que tu peux répondre? If you can answer to that, Bill? Yeah, thank you. Oui, merci. Je crois que de façon générale, on ne doit pas essayer de se concentrer à essayer d'aller chercher les personnes qui sont d'une croyance de droite profonde. Un autre exemple que je peux utiliser, notre analogie est la société en Angleterre qui croit que la Terre est plate. Et je me souviens très bien dans les années 60, la société de la Terre plane a envoyé une lettre félicitant le vaisseau spatial qui est en orbite vers la planète et qui disait que même si elle avait l'air ronde, la Terre, c'était simplement une illusion d'optique. Alors, comment est-ce que vous parlez à ces personnes? Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre dans cette Et c'est le problème lorsqu'on se concentre sur la droite. On essaie de les convaincre de cette illusion
qu'ils se réitèrent eux-mêmes, qui est renforcée par elle-même, par les personnes autour d'eux, les médias auxquels ils ont accès. Non. Je dirais donc qu'on doit se concentrer sur le 70% des personnes qui ne sont pas prises dans cela. Maintenant, ce 70% ne sont peut-être pas toutes des personnes qui sont de notre côté, mais qui sont au moins, qui vivent dans la réalité. Alors, on doit faire très attention avec cela et ne pas perdre notre temps et nos énergies sur des personnes qui réellement sont sans espoir. Il y a une question ici qui m'était posée en anglais, mais je vais le traduire, puis je vais le proposer non seulement à Jenny, mais aussi à Bill, je pense. Quel est le rôle, finalement, de la religion au niveau de la montée de la droite, et particulièrement ceux qu'on appelle les évangélistes, et que finalement, on sait qu'ils sont des conservateurs, donc, à quelque part, ils jouent un rôle dans le mouvement conservatrice aux États-Unis, puis un peu partout ailleurs. Donc, comment est-ce que vous interprétez tout ça, le rôle de la religion pour s'accaparer de ces gens-là, pour les amener vers une position de droite? Jenny. Ensuite, je demanderai à Bill de répondre. Jenny. Moi, en fait, quand j'analyse ceux qui dirigent aux États-Unis ou dans la plupart des pays riches, je constate que d'abord, ils adhèrent eux-mêmes à une religion dont peu de gens sont conscients, qui est la religion du marché. Ça, c'est la première chose. Quand on veut parler de la question des religions, il faut savoir que les chefs d'État, la plupart des personnes de l'establishment politique aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, ont adhéré à une religion qui est celle du marché. Et j'ai écrit un texte que vous pouvez retrouver sur le blog de l'Iris à ce sujet. Donc, c'est ça, c'est que ces personnes-là de l'establishment politique aux États-Unis sont persuadés qu'il n'y a pas d'alternative. Et ça, pour eux, ils sont persuadés de la main du marché, le néolibéralisme, cette idéologie-là, déjà pour eux, c'est une religion. Mais ensuite, ce qu'ils font, pour répondre à la question par rapport aux évangélistes, c'est qu'ils se servent, sachant la force d'une idéologie religieuse, connaissant la force d'une idéologie religieuse, ils vont s'allier avec des groupes évangélistes. On a vu que c'était le cas aux États-Unis, qu'il y avait une alliance entre des conservateurs de la droite américaine qui vont chercher l'appui des évangélistes. On a vu ça notamment avec Bush, qui l'a fait, et ensuite plusieurs républicains qui ont continué à le faire. Donald Trump, c'est la même histoire. Donc, cette alliance-là, elle n'est pas nouvelle. Et en fait, c'est pas surprenant de voir une alliance des évangélistes de droite, de ces idées finalement qui font en sorte que justement l'analyse des autres facteurs sociaux sont évacués, sont écartés. Quand on sait que les populations qui justement vivent une certaine démotivation ou même un certain désespoir peuvent avoir tendance à se tourner vers des groupes religieux qui vont leur donner, pas nécessairement de l'espoir, mais qui vont au moins leur donner une illusion, comme disait Bill, c'est un autre type d'illusion que tout va bien aller et que finalement, ils vont se retrouver dans une communauté religieuse, ils vont se retrouver avec d'autres personnes qui se préoccupent de leur mieux-être. Et ça, on peut le constater dans toutes les sociétés où il y a où les liens sociaux ont été brisés, où justement il n'y a pas cette solidarité-là entre travailleurs et travailleuses, où les gens n'ont plus leur repère. Cette tendance à se tourner justement vers des figures religieuses, des prêtres ou des pasteurs ou des personnes qui annoncent la bonne nouvelle ou qui leur annoncent qu'il y a une façon d'être sauvé malgré tout le désespoir qu'il y a autour d'eux. Il y a
cette réaction-là que les gens peuvent avoir de se tourner vers la religion. Et ça, justement, l'establishment politique le sait et a tendance à faire ce type d'alliance avec les évangélistes aux États-Unis. J'aimerais ajouter que ces alliances que l'establishment politique américain fait de façon interne avec les évangélistes, on peut constater dans sa politique étrangère une tendance aussi à s'allier dans les conflits au Moyen-Orient, à faire des alliances avec certains groupes religieux ou à utiliser des divisions religieuses pour faire des gains politiques. Donc ça a toujours fait partie du modus operandi de l'establishment politique aux États-Unis, d'utiliser, de prendre comme instrument la religion pour faire des gains politiques et pour mieux contrôler les populations. Bill, you want to take up that question? Sure. Bill, voulez-vous répondre à cette question? Je crois que dans les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, il y a eu dès le départ une lutte à savoir si c'était une religion de l'élite ou la religion des pauvres, la religion de l'oppresseur ou la religion des opprimés. Et dans tous les cas, il y a eu une lutte féroce d'interprétation. L'usage du christianisme, par exemple, pour justifier l'esclavagisme, comparé à l'usage du christianisme par des personnes comme John Brown pour expliquer et endosser une guerre contre l'esclavagisme. Donc, cette lutte est là depuis le début de la religion abrahamique. Et ce qu'on voit actuellement, c'est une forme d'idéologie de droite. Aux États-Unis, dans le contexte américain, on parle principalement au sein du christianisme, mais également au sein du judaïsme, qui est une lutte contre une interprétation différente de la religion et qui s'aligne avec des forces, les forces du sexisme, des forces qui cherchent à restaurer les rôles de genre traditionnels, des forces qui cherchent à légitimer des hiérarchies économiques diverses. Ce sont des forces qui se cachent derrière le voile de la religion. Ce n'est pas un phénomène nouveau. On le constate depuis plusieurs milliers d'années. C'est un phénomène qui se manifeste tout simplement d'une façon particulière en ce moment. Et l'hypocrisie de ces théologiciens de droite est extraordinaire. Dans le contexte américain, l'idée qu'après des années d'entendre parler de la majorité morale, des valeurs familiales, on a un président qui s'est marié, s'est divorcé à plusieurs reprises, qui est la cible d'allégations de mauvaise conduite sexuelle de toutes sortes de formes, qui a été critiqué pour sa façon d'avoir agi avec des collègues, des contractuels. Les mêmes, et pourtant il réussit à être en place, tandis que les mêmes forces s'attaquaient à Barack Obama. C'est complètement absurde. C'est vraiment le summum de l'hypocrisie. Mais ce que les théologiens de droite comprennent dans notre cas, c'est que Trump est un objet de force brute qui leur permet de pousser leur programme politique. Les valeurs de Trump ne leur importent pas du tout. La seule chose qui importe pour ces personnes, c'est qu'ils fassent avancer leur programme politique. C'est exactement ce que Donald Trump est. Il est dans un langage populaire, il est le pitbull que la classe capitaliste américaine avait besoin à ce moment-ci
pour reconstruire non seulement l'hégémonie capitaliste à l'intérieur des États-Unis, mais aussi l'hégémonie capitaliste à travers le monde et la planète. Et c'est pour ça qu'ils sont allés vers du côté de Donald Trump. Puis, si on regarde la tendance à Wall Street aujourd'hui et tout le reste de la classe capitaliste qu'on voit à travers les 50 États, parce que Wall Street demeure toujours le symbole, mais la classe capitaliste est à Chicago, Las Vegas, Atlanta, partout. Et même encore aujourd'hui, on pense que cette classe politique-là a une tendance à regarder encore aujourd'hui et pour l'avenir Donald Trump comme l'homme nécessaire et comme le pitbull nécessaire pour poursuivre cette, disons, cette stratégie-là à moyen terme pour solidifier au sein du 21e siècle l'hégémonie des États-Unis sur la planète. Donc, c'est quelque chose d'assez grave, effectivement. L'autre question que je vais poser, puis je vais la poser aux deux intervenants, est-ce que la gauche ne sont plus, on peut dire, proches des gens? Effectivement, est-ce que la gauche vit aujourd'hui dans une sorte de tour d'ivoire? Question. Je vais laisser à Bill, non, même Jenny, si tu veux aller en premier ou laisser Bill parler en premier, allez-y. Il y a peut-être des gens qui se désignent comme étant de gauche, qui sont dans des tours d'ivoire, mais la question à se poser à ce moment-là, est-ce que ces gens sont réellement de gauche? Je ne sais pas, il y a eu, en plus de toute la vague d'idées néolibérales qui a déferlé sur nos sociétés depuis les années 80, il y a eu une tendance aussi à ce qu'on appelle une certaine gauche libérale ou même néolibérale. Il y a eu des gens qui ont adhéré au néolibéralisme et qui ont continué à dire qu'ils étaient de gauche. Il y a eu une évolution, ou je ne sais pas si c'est une évolution, mais en tout cas, il y a eu des changements dans la gauche et c'est peut-être une régression, je ne sais pas, ou en tout cas, c'est des changements qui ne sont pas nécessairement dans le bon sens, qui fait qu'une partie de la gauche a embrassé des idées néolibérales et ne le dit pas en tant que telle. Il y a une gauche néolibérale qui ne se présente pas comme telle et qui se présente comme la gauche, point. Donc, est-ce que cette gauche-là est dans des tours d'ivoire et est déconnectée de ce qui se passe avec les travailleurs et les travailleuses les plus discriminés? C'est fort possible. Moi, je pense que, effectivement, quand on regarde les débats qui vont retenir l'attention de la classe politique aux États-Unis, on a parfois l'impression qu'ils sont déconnectés de ce que vivent réellement une bonne partie de la population des États-Unis qui, de plus en plus, vit dans la précarité. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se loger. Il y a des problèmes d'itinérance. Il y a vraiment une série de problèmes qui semblent totalement échapper à une partie de la classe politique qui continue à se dire de gauche. Et en fait, quand on regarde l'échiquier politique aux États-Unis, on a l'impression en fait que la grande majorité est de centre ou alors de droite. Je ne suis pas certaine qu'il y a une vraie gauche aux États-Unis, honnêtement, là. Donc, de parler de la gauche qui est dans une tour d'ivoire, il faut commencer par se demander, est-ce que ces personnes-là sont réellement de gauche? Est-ce que justement, si on veut parler des vraies choses, si on veut redéfinir, se réapproprier certains mots comme classe ouvrière et des mots comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par dire que, vous voyez, il y a des personnes comme Nancy Pelosi qui prétend parler pour les travailleurs et travailleuses américains et qui se prétend quand même progressiste, ça c'est le mot, hein? Mais oui, c'est assez risible de penser qu'une personne comme ça pourrait être désignée comme étant de gauche. Même Obama, moi j'ai eu des discussions avec beaucoup d'amis ici qui insistaient pour me dire que Obama était un progressiste de gauche et
honnêtement, quand on analyse dans les faits ces actions, Obama est quelqu'un à la limite qu'on pourrait appeler centriste, et moi je dirais même de centre-droite. Alors, cette élite progressiste qui existe aux États-Unis est peut-être effectivement déconnectée dans des tours d'ivoire et incapable de réellement parler avec les travailleurs et travailleuses de façon générale. Bill, you want to comment? Bill, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Oui, alors je crois qu'on doit distinguer. Et je crois que ça nous amène à quelque chose que Jenny a mentionné. Il y a la gauche organisée et ensuite il y a ce que j'appelle la gauche objective. Donc la gauche organisée sont les personnes ou les organisations qui se voient elles-mêmes en tant que luttant pour une transformation fondamentale. Obama, Pelosi ne tombent pas dans cette catégorie. Ce sont des néolibéraux. Et la gauche organisée est très diverse, toutes sortes de tendances politiques, passant des pro-soviètes, des sociodémocrates, des trotskistes, anarchistes, etc. Et elle est très divisée. Et certaines de ces forces sont très présentes et d'autres moins fortes. Alors, je ne dirais pas, je ne ferai pas de généralisation. Et ensuite, il y a une gauche objective. Et ce que je veux dire par cela est qu'à quelconque moment dans une lutte, il y a dans les forces qui sont en lutte, des forces qui sont à la droite, d'autres à la gauche et d'autres au centre. Et ces forces qui sont à la gauche ne se voient pas nécessairement comme étant de gauche, mais elles sont à la gauche comparativement à d'autres. Je parle, disons, en répondant à votre question, des personnes qui se considèrent de gauche. Et je crois qu'il est trop facile de dire que les personnes ne comprennent pas la réalité, que ça n'existe pas, parce que je connais les mouvements sociaux. Je sais que quand on parle du mouvement syndicaliste, du mouvement pour l'environnement ou d'autres mouvements, il y a des forces de gauche réelles impliquées à l'intérieur de tout cela qui essaient de changer les choses. Le problème est que nous sommes moins que la somme de nos parts. Nous avons été incapables de passer à travers et établir des niveaux d'organisation qui sont nécessaires dans un pays avec une aussi grande population que celle des États-Unis. Une autre question. Sommes-nous sur la voie, on peut dire, vers un antagonisme des classes ou de classes? Sommes-nous proches aussi d'une certaine convergence de lutte contre l'oppression en général ici? C'est que finalement, il y a comme une question à deux parties. Sommes-nous finalement dans une voie vers, on peut dire, le développement d'une lutte de classe? Puis de l'autre côté, est-ce qu'on sent une convergence qui peut mener cette lutte-là contre l'oppression? Si on parle d'antagonisme de classe, c'est clair que ça ne date pas d'hier. Donc, on va pas vers ça. C'est déjà le cas. Si je pense à Warren Buffett qui avait dit il y a quelques années, il y a une lutte de classe et c'est ma classe qui est en train de gagner. Donc, voilà, la lutte de classe, qu'on en soit consciente ou non, ben, elle existe et il y a une classe qui est en train de la gagner. Donc, je pense que ça nous ramène donc à la question de prendre conscience, d'avoir la conscience de ces dynamiques-là et de ces rapports de pouvoir. Et une fois qu'il y aura cette prise de conscience, là, on peut aller vers une convergence de la classe des travailleurs et des travailleuses pour finalement se mobiliser et reprendre ce qui nous a été retiré, reprendre notre pouvoir, notre réel pouvoir sur nos vies, sur l'organisation de nos sociétés, sur nos lieux de travail. Il faut vraiment aller vers ça. Je pense que
très souvent, les personnes qui sont victimes, qui sont opprimées par les systèmes de domination que sont l'impérialisme, le capitalisme, le patriarcat, etc., très souvent, on a tendance à accorder beaucoup d'importance aux élections. On a tendance à se dire, là, on va se mobiliser pour les élections. En tout cas, on voit beaucoup aux États-Unis que c'est ce qui se passe à chaque cycle électoral. Mais entre les deux, il y a un pouvoir qui doit se bâtir entre nos groupes, nos organisations féministes, nos organisations écologistes, nos organisations de travailleurs et de travailleuses, bâtir ces organisations-là, bâtir des coopératives, des alliances, des partenariats entre différents groupes qui sont ancrés dans les communautés. C'est le travail qu'il y a à faire. Et ce travail-là doit se faire en convergence. On doit pouvoir s'appuyer sur les forces de différents groupes qui sont nos alliés pour pouvoir avancer. Est-ce qu'on va vers cette convergence-là? J'en suis pas certaine. J'en suis pas certaine. Je veux pas être pessimiste. En tout cas, je vois certains éléments aux États-Unis. Là, il y a des groupes comme Cooperation Jackson qui sont, je pense au Mississippi, Jackson, Mississippi, qui travaillent beaucoup. Jackson, Mississippi. Voilà, qui font un excellent travail à ce niveau-là et qui essayent de créer vraiment des organisations fortes et des alliances entre différentes organisations. Mais il en faudrait beaucoup plus d'initiatives comme ça. Bill, you want to jump in? Bill, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je crois que je n'ai rien à ajouter là-dessus. Je crois que c'était une bonne synthèse. J'ai une autre question. C'est un peu dans la question, ça touche surtout les médias. Excusez-moi. Ça touche surtout la question du rôle des médias. On en voit toujours à la télévision, que ce soit par les téléromans, les soaps aux États-Unis, et même certains programmes de tout genre, où est-ce que c'est le success story qui prend le dessus sur tout. Tout le monde devrait avoir un succès dans la société capitaliste. Et succès veut dire plus de matérialisme, plus de matériel, ça veut dire que tu as réussi dans ta vie. OK? Ça veut-tu dire, si ça domine le discours qu'on entend dans nos sociétés capitalistes avancées, est-ce que ça veut dire à ce moment-là, la lutte que nous menons demeure uniquement une question symbolique? Question. No. I mean, the struggle... Non. En fait, la lutte que nous menons est très réelle, mais les médias ont une façon de mystifier l'enjeu. Et ils ont tendance à mettre les personnes en transe. Et donc, les individus peuvent croire qu'eux aussi, si ils font bien les choses, ils peuvent devenir super riches. Mais fondamentalement, je ne crois pas que ceci soit quelque chose de nouveau. Une des choses que l'on entend souvent dans plusieurs milieux de gauche, que ce soit le pouvoir des médias ou jusqu'à quel point l'autre côté ou la droite a du pouvoir économique, je crois qu'on doit faire face à la réalité qu'il n'y a eu aucun moment dans l'histoire où les opprimés avaient des meilleurs médias que l'opprimeur. Et où les opprimés ont des meilleures ressources, où les opprimés ont l'organisation où ils n'ont rien.
Et à travers l'organisation, ils doivent développer des médias alternatifs, des façons alternatives de faire changer l'opinion. C'est ça le défi. Et je dirais que c'est un défi fondamental et on doit garder cela en tête, de façon à ce que l'on ne tombe pas dans le désespoir. Parce que, comme par exemple aux États-Unis, si on regarde le canal de nouvelles Fox, nous n'allons jamais, les progressistes, avoir un média qui peut faire la concurrence à Fox. Et une fois que l'on accepte cela, on peut penser de façon stratégique comment est-ce que l'on fonctionne dans un contexte, comment est-ce que l'on peut répondre à l'autre côté et le neutraliser. Je crois que c'est sur cela qu'on doit se concentrer. Denis, veux-tu intervenir sur ça? Non, je pense que Bill a bien répondu. Moi, je veux juste intervenir un petit peu puis se faire comprendre que tout le rôle des masses médias aujourd'hui, c'est de faire la promotion de ce que Guy Debord avait écrit en 1966. Imaginez-vous, quand la télévision était encore noir et blanc, la société du spectacle. Finalement, tout est devenu spectacle dans nos sociétés. Même les pires accidents ou les pires catastrophes sur finalement la nouvelle qui passe 24/7 sans arrêt, ça devient du cinéma. Ça devient quelque part même le vidéo. Et finalement, les gens restent accrochés à quelque chose qui, après 2-3 fois que tu le regardes, tu penses même plus à l'accident. Ça fait juste partie un peu du rôle d'un cinéma, de faire du entertainment ou quoi que ce soit. Guy Debord avait bien défini ça comme la société du spectacle. Aux États-Unis, on appelle ça infotainment. Et ça, si on retourne à Marx au niveau de ses écrits, surtout les manuscrits de 1844, quand il parle de l'aliénation, effectivement, toute cette société du spectacle nous rend totalement aliénés, non seulement vis-à-vis notre voisin, vis-à-vis des autres humains, sa planète, vis-à-vis même de nous-mêmes. Finalement, cette aliénation-là nous enlève l'humanité en nous. L'humanité en nous. C'est fort, ça. C'est pour ça que la gauche doit toujours avoir une approche humanitaire dans son discours, dans ses actions. Parce que ça veut dire que si on nous enlève l'humanité qu'on a présentement par la société du spectacle, on devient simplement des êtres. Ça veut dire qu'on n'a plus d'affect. On n'a plus la question de sympathie. Et c'est ça, je pense, que tu commences, comme tu parles, Jenny, de convaincre les gens. De convaincre les gens. C'est comme ça. On parle aux humains parce qu'on est des humains. Il ne faut pas jamais oublier ça. Il y a une dernière question, je pense qu'on a le temps pour une dernière, elle va être assez courte, mais c'est tout, elle touche les États-Unis, ça va vous intéresser sûrement. Présentement, on a un capitaliste au pouvoir qui semble être menaçant et erratique. Est-ce que les États-Unis sont prêts à retourner un peu dans le passé et de trouver un capitalisme ordinaire? Dans le fond, Trump versus Joe Biden. La question. Parce que la façon qu'on voit ça, c'est que Joe Biden, c'est un capitaliste néolibéral ordinaire. Nice guy. Tandis que Donald Trump, not a nice guy, erratique, menaçant, capitalisme hardcore. Est-ce qu'on voit ça aux États-Unis dans cette élection-là? Est-ce que c'est ça qu'on offre à la population américaine aujourd'hui? Moi, je n'ai pas l'impression qu'aucun des deux peut être considéré comme des capitalistes ordinaires. Je pense que autant Biden que Trump ont vraiment ont voté ou ont mis en place des mesures dangereuses. Donc, c'est pas ordinaire, c'est dangereux d'un côté comme de l'autre. Le style est différent. Mais tous les deux ont pris des décisions qui ont mis en danger la vie des Noirs aux États-Unis, qui ont mis en danger la vie des personnes dans des pays contre qui les États-Unis sont en guerre. Ils sont tous les deux pro-guerre. Ils sont tous les deux pro la classe capitaliste, pro-big business.
Donc, Joe Biden a dit que rien ne va fondamentalement changer. Il l'a dit récemment, là, que rien ne va fondamentalement changer. Donc, est-ce que Trump est potentiellement plus dangereux? Il y a beaucoup de gens qui font cet argument-là. C'est fort possible. Et il y a beaucoup de choses vraiment horrifiantes qu'on entend au sujet de Trump, beaucoup de choses qui ont de quoi vraiment nous dire que c'est le pire. Et là, on rentre dans la logique du moindre mal entre Trump et Biden, mais je pense qu'il faut se dire qu'ils sont tous les deux dangereux. Il y a une différence de style. Peut-être que, effectivement, avec Biden, la vitesse à laquelle on va aller vers la catastrophe sera un peu moins grande, mais soyons clairs, avec l'un ou avec l'autre, on se dirige vers la catastrophe. Bill, do you want to it's the last question, so if you want to jump in. Yeah. Bill, c'est la dernière question, donc si tu veux sauter, répondre à la question, je dois respectueusement être en désaccord avec ma collègue. Je pense que ce n'est pas une élection entre Biden et Trump, c'est une élection entre un mouvement populiste de droite très vaste qui a son bras armé et les forces en faveur de la démocratie qui sont très, très vastes, y compris les personnes dans la gauche. C'est ce qui est en jeu ici. La question est la suivante. Il ne faut pas chercher à identifier qui est le plus dangereux, même si Trump est plus dangereux à mon avis, mais il faut comprendre que ce n'est pas une question d'individus, c'est une question de mouvements sociaux larges qui émergent depuis la fin des années 1960 et comme je l'ai mentionné et je vais le rementionner, dispose d'un bras armé. Au cours des 10 prochaines journées, on pourrait être en pleine guerre civile. Et c'est pas seulement une question de changement de langage, c'est pas seulement utiliser un langage cru. C'est une situation qui est pratiquement sans précédent aux États-Unis. Et moi, je soutiens qu'avec toutes ces déficiences, toutes ces lacunes, et certainement, Biden n'est pas un socialiste. Il ne s'identifie même pas comme progressiste. Contre qui est-ce qu'on préférerait lutter? Qui est-ce que je crois qu'on sera plus en mesure de pousser dans une direction ou dans l'autre? Et la réponse, c'est Biden. Trump est très clair sur le fait qu'il se fout complètement de 60 à 70 de la population du pays. Les personnes qui lui tiennent à cœur, ce sont les personnes qui sont dans sa base électorale et les États qui sont contre lui sont complètement en train de s'effondrer à cause de la crise du coronavirus. Il s'en fout complètement. C'est vraiment très inhabituel dans la politique américaine. Je pense qu'on doit comprendre que les enjeux, les choses qui sont en jeu en ce moment dans cette élection sont très élevées. Il faut défaire Trump et défaire son mouvement, mais il faut également pousser Biden s'il est élu. Il faut le pousser pour qu'il fasse les choses qui doivent être faites. Il y a un exemple dans les années 1930 où le candidat le moins privilégié a été élu et il a poussé, il a tourné son administration vers la gauche beaucoup plus qu'il ne l'avait appréhendé. Et je pense que c'est ce qui nous attend. 19h33, le temps a été coulé. C'est juste le temps de remercier nos deux invités qui nous ont expliqué beaucoup de choses, à faire penser, à réfléchir. Jenny Lord Sully et aussi Bill Fletcher. Et aussi de remercier les gens qui ont assisté à ce webinaire. Le nombre de personnes était extraordinaire, plus vos questions. Malheureusement, on ne peut pas passer à travers toutes les questions, mais néanmoins, ça a suscité énormément de questions. Ça veut dire que nos deux invités ont soulevé des questions en vous, puis des réflexions en vous. Et c'est ça le but, finalement, pourquoi on voulait faire ce webinaire-là. Donc, tout ça, je souhaite bonne soirée. Gardez-vous bien et je laisse la parole à Marie-Josée si elle veut faire le dernier mot, s'il vous plaît. Oui, bien merci à toi aussi, Donald, pour l'animation puis avoir posé les questions.
C'était vraiment très intéressant. Merci encore à Jenny Laure et à Bill. Je voulais juste vous rappeler qu'on a encore un autre webinaire dans cette série de 4. Donc, il va se tenir le 14 novembre à midi avec Monique Simard, Branko Marcetic, Bijou Mathieu, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, je m'excuse, et d'autres invités à confirmer. Ça va être évidemment après les élections, donc on ne sait pas ce qui va se dire à ce webinaire-là. Ça va dépendre du résultat du 3 novembre qui va être dévoilé le 4 novembre au petit matin. Donc, mais en tout cas, on vous attend nombreux et nombreuses pour assister à ce webinaire qui risque d'être très intéressant aussi. Ce soir, moi, j'ai beaucoup appris. Alors, voilà, je trouve que c'était vraiment une belle soirée. Et je voulais remercier encore Dialogue Global, toute l'équipe aussi pour leur soutien dans la réalisation de cette série de webinaires. Merci à nos interprètes. C'est quand même un challenge de faire ça comme ça avec toute la technologie. Puis à nos partenaires de diffusion, donc je rappelle les Amis du monde diplomatique, la plateforme altermondialiste, le Comité altermondialiste de Québec solidaire et Europe solidaire sans frontières. Et merci chaleureusement à toute l'équipe d'Alternative qui a travaillé fort là-dessus. Merci beaucoup. Alors, sur ce, bonne soirée, puis on se croise les doigts pour le 3 et 4 novembre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Keep in good health, Bill. Keep in good health. Toi aussi, Jenny. Toi aussi. Ciao, ciao.